Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien et merci de vous être connectés pour ce premier meet-up de la Comet IA. On va vous parler d'un panorama de l'IA générative en 2025. Et avant de vous détailler un peu plus le contenu de la présentation, on va déjà se présenter nous-mêmes. Moi, je suis Thomas Sanfarani, je suis développeur logiciel. Je travaille chez Exia depuis 3 ans et demi et mon client, c'est Keolis. Je vais laisser Gaëtan se présenter et continuer l'introduction. Oui, bonjour à tous. Eh bien, du coup, moi, c'est Gaëtan Marquis. Donc, je suis PPO Proxy Product Owner. C'est quand même très proche du rôle de Product Owner pour Orange actuellement depuis 3 ans et demi. Voilà. Rapide présentation de qui nous sommes. Maintenant, on va attaquer le vif du sujet. Donc, comme on l'a dit, panorama donc, des IA génératives en 2025. L'idée du meet-up, ça va être de voir un peu aujourd'hui, avec toutes les IA génératives qui commencent à apparaître, donc ChatGPT que l'on connaît tous et d'autres, comment on s'oriente dans cet écosystème, qu'est-ce que l'on peut faire avec ces IA. Et pour ce faire, en fait, on va axer la présentation en deux grandes parties suivies d'une conclusion. La première, en fait, on va vous présenter les grands acteurs de l'IA générative. Alors, une partie cinq d'entre eux. Il y en aura d'autres, mais on a fait le focus sur cinq d'entre eux. Puis après, on va vous faire un panorama des fonctionnalités, des différents use cases que l'on peut faire avec ces différentes IA. Et on va comparer aussi à travers ces use cases chacun des différents acteurs, leurs points forts, comment ils se démarquent sur chaque use case. Très bien. Alors, je vais m'occuper de la première partie. Je vais vous parler des grands acteurs de l'IA générative. Comme l'a dit Gaëtan tout à l'heure, il n'y en aura que 5 dans notre présentation. Et il y en aura peut-être certains que vous connaissez déjà, que vous allez reconnaître, et d'autres peut-être que vous ne connaissez pas, et aussi peut-être certains que vous connaissez et qui ne sont pas présents dans la liste. On a juste réduit le nombre à 5 pour pouvoir être assez synthétique et voilà, pour pas trop s'éparpiller. Alors, je vous propose de commencer avec le premier acteur, OpenAI. Je pense que peut-être le plus connu, avec comme produit phare ChatGPT. Je pense que tout le monde l'a sûrement déjà utilisé. Alors, leur modèle phare à ce jour, c'est ChatGPT 4o. C'est le modèle par défaut qu'on a avec ChatGPT. Le positionnement général de OpenAI, c'est un leader historique de l'IA générative qui est en partenariat stratégique avec Microsoft. Il est reconnu pour ses avancées en matière de modèles multimodaux et de conversation naturelle. Pour information, quand on parle de modèles multimodaux, on parle de modèles IA qui peuvent traiter pas seulement du texte, mais aussi des images, par exemple, ou des documents. Et les conversations naturelles, c'est juste la capacité de l'IA à retranscrire de manière plutôt humaine une réponse à notre question ou à notre problème. Donc pour ChatGPT, commercialement, il y a un accès gratuit avec des limitations. Un abonnement de ChatGPT+, qui permet de lever la plupart des limitations, comme par exemple au niveau de la génération d'images, où ça donne aussi accès aux modèles les plus récents et les plus performants. Et il y a l'abonnement ChatGPT Pro qui est très cher et qui, lui, pour le coup, est destiné aux personnes qui veulent faire un usage intensif des fonctionnalités les plus coûteuses de ChatGPT, comme la recherche avancée, par exemple. Alors, je vous ai mis une petite slide, c'est une capture d'écran de l'interface. Je vais faire ça pour chacune des IA qui vont être présentées. Ça peut vous donner une petite idée, si vous n'avez pas déjà vu avant, à quoi ça ressemble de l'interface. Donc, voilà pour ChatGPT qui vous passe le bonjour. Passons au prochain acteur. On va parler de Google. Leur produit phare, c'est Gemini, avec le modèle Gemini 2.5 Pro. C'est un acteur majeur de la recherche en IA avec Google DeepMind. Leur IA est en cours d'intégration de manière transparente dans leur écosystème. D'ailleurs, il me semble même que Gemini, ça devient peut-être même intégré. Enfin, je ne sais pas si c'est intégré directement dans Android, mais il me semble que dans les téléphones Android, maintenant, Gemini est très bien intégré, peut-être accessible directement. Donc, l'IA bénéficie d'un contexte étendu, idéal pour les tâches complexes. Pour information, quand on parle de contexte en termes d'IA générative,
On peut imaginer le contexte comme quand on a une discussion avec l'IA, elle va pouvoir se rappeler des messages précédents et voilà, elle ne va pas juste répondre aux messages spontanés, mais elle a une connaissance du contexte de la conversation. Il y a aussi quelques fonctionnalités avancées qui sont très intéressantes, comme Deep Research, donc faire une recherche poussée qui permet de générer des résultats après quelques minutes de traitement, des résultats assez précis et assez conséquents. Et les gems, qui sont une manière de personnaliser un peu son IA. Côté offre commerciale, on retrouve, comme ChatGPT, l'accès gratuit avec des limitations et un abonnement grand public, Gemini Pro. Donc voilà, Gemini qui, une fois de plus, vous salue. Passons sur Anthropic, avec leur produit phare Claude, modèle phare Claude Sonnet 4. Donc là, on est peut-être sur une IA qui vous parle un peu moins. Je ne sais pas, peut-être que si. En tout cas, c'est une startup qui est axée sur la sécurité et l'alignement de l'IA en partenariat stratégique avec Amazon. Eux, ils insistent vraiment sur leur approche transparente et éthique du développement de l'IA. Donc, en fait, tout ça, ça veut dire que eux, leur startup, ils mettent vraiment un accent important, même si on parle d'un point de vue marketing, sur le fait que leur IA est bienveillante au service des humains. Enfin, j'imagine comme les autres acteurs, mais eux, ils mettent vraiment l'accent en mode c'est notre priorité. On a aussi des performances élevées sur les tâches complexes ouvertes. Donc, Claude, si leur modèle est très performant pour le code, vous allez le voir, on en parlera un peu plus tard. Côté offre commerciale, on retrouve une fois de plus accès gratuit avec limitation, un abonnement pro grand public et un abonnement max pour, une fois de plus, bénéficier des fonctionnalités les plus avancées, avec encore moins de limites. Voilà l'interface de Claude. Au passage, je vous précise que chacune des IA présentées dispose d'une application mobile que vous pouvez télécharger. Vous pouvez tester du coup chaque IA gratuitement qu'on va présenter aujourd'hui. Il y aura juste la prochaine IA, donc on va passer dessus. Meta, qui pour le coup, il y a une application mobile, mais dans mes derniers tests il y a quelques jours, le chat n'était pas encore disponible, mais vous pouvez l'utiliser via WhatsApp, Instagram et Facebook. Donc, ça me permet de faire la transition sur cet acteur-là. Donc, Meta, anciennement Facebook, leur produit phare, c'est Llama, modèle phare Llama 4. C'est un acteur clé de la recherche en IA avec Meta AI. Ils ont un engagement particulier vers l'open source, ce qui fait que en fait, leurs modèles sont accessibles gratuitement, sans limitation. Mais attention quand même au partage de données personnelles, parce qu'il faut forcément qu'ils y trouvent leur compte. Donc, il y a quand même toujours un coût invisible à prendre en compte, à garder à l'esprit. Comme je vous en ai parlé tout à l'heure, Meta AI, ça s'intègre petit à petit dans Instagram, WhatsApp, Facebook, et notamment dans leurs nouvelles lunettes connectées, Ray-Ban Meta. Voilà, une petite capture d'écran. Donc cette fois, je l'ai fait directement depuis Messenger. Et pour finir, le dernier acteur, Mistral AI. Là, c'est la startup française, pour le coup, basée à Paris. Leur produit phare, c'est le chat Mistral. Leur modèle phare, c'est Mistral Large. Eux, ils se concentrent sur des modèles performants et accessibles. Il me semble même que le chat de Mistral, c'est celui qui vous répond le plus vite, je crois. Si vous écrivez un message, essayez de télécharger l'application, vous écrivez un message, vous allez voir, c'est à peine vous l'avez envoyé, en général, vous recevez une réponse presque instantanée. Ils ont une forte orientation open source et intégration facile dans le cloud et on-premise, donc sur site. Et offre commerciale, une fois de plus, un accès gratuit avec des limitations et un abonnement pro, grand public, ou un abonnement team à 25 € par utilisateur par mois. Et voilà une capture d'écran pour terminer la présentation des acteurs du chat de Mistral. Donc, je vais laisser Gaëtan démarrer le panorama des fonctionnalités. Oui, très bien. Effectivement, alors là, on va passer donc sur la deuxième partie, le panorama des fonctionnalités, des use cases. On va en aborder plusieurs. Et alors, on va commencer en fait par le plus classique, celui dont on se sert tous au quotidien, qui est se servir de ces IA comme des agents textuels. Hein. Donc, c'est vraiment pour la conversation écrite, pour faire nos requêtes. Donc, l'idée, ça va être de comparer un peu les prompts enfin pas les prompts, la pertinence des résultats
proposées par ces différentes IA pour la partie agent textuel, avec un prompt alors d'une grande qualité où j'ai demandé à chacune des IA quand on était mi-juin et que je n'avais hélas toujours pas mon Summer Body, malheureusement, et un petit programme sportif de 3 exercices au poids du corps pour atteindre mon objectif pas du tout démesuré de l'avoir d'ici début juillet. L'idée était de voir avec ce prompt, un peu comment les différentes IA donc allaient réagir. Alors, déjà, les 5 en termes de pertinence de la réponse, il y avait des informations qui étaient cohérentes, il y avait ça répondait bien à la question. Alors bien sûr, c'est un prompt, mais pour ceux qui font des utilisations avancées, enfin pas avancées, pardon, régulières de ces IA. En général, on sait que elles répondent quand même assez bien. Parfois, il y a des hallucinations quand on cherche des choses très précises, mais en général, elles répondent très, très bien. Donc tous ont eu des réponses très pertinentes. Donc ce qui va les démarquer, c'est d'autres aspects, comme par exemple l'aspect, synthèse. Est-ce que l'IA nous fournit une réponse détaillée et elle fait une synthèse après? Et d'autres aspects, donc on va voir là sur ces 5 acteurs. Et donc ChatGPT, en plus de la pertinence de la réponse, là je vous montre juste la conclusion, il a proposé une synthèse, après avoir fait les détails, du coup qui ne sont pas partagés là sur la capture sur la slide. En plus de la synthèse, il joint des infos complémentaires, donc il ne s'arrête pas strictement à ce qu'on lui a demandé, il va chercher un peu plus loin. Il fait une proposition à la fin pour que la conversation continue, ce qui pourrait paraître important puisque l'idée de ces IA, c'est pas juste de faire une simple requête Google, c'est d'avoir une conversation un peu plus poussée. Donc quand l'IA incite à étoffer le sujet, à continuer à converser avec elle, c'est un petit plus. Et au niveau de la mise en forme, de comment les résultats sont présentés, bon, ChatGPT présente très bien ces résultats. Ça ne va pas forcément être le cas de toutes les IA que l'on va voir ensuite. Donc ensuite, même prompt passé à Gemini. Pareil, hein, une réponse très pertinente. Au niveau du contenu, on était sur quelque chose de sensiblement identique à ChatGPT. Une synthèse après la réponse détaillée, des infos complémentaires sur le sujet, là encore comme ChatGPT, une proposition pour la suite de la conversation. Finalement, la petite différence entre les 2, c'est la mise en forme des résultats, comment ils sont proposés. ChatGPT, c'était plus convivial dans la manière de s'exprimer, mais aussi dans la manière de présenter la réponse. Ça ça incitait davantage à une conversation. Encore une fois, vraiment dans la mise en forme par rapport à Gemini. Ensuite, on a Claude, du coup, l'IA d'Anthropic, enfin le chatbot d'Anthropic. Pareil, hein, une réponse pertinente, des résultats, alors des résultats qui ont été synthétiques dès le départ. Il n'y a pas eu de détails au préalable. Donc là, en fait, ce que je vous partage, c'est vraiment la réponse de Claude en tant que telle. Ça, c'est aller voilà, à l'essentiel. Donc pas beaucoup d'infos complémentaires, tout du moins moins que ChatGPT et que Gemini. Pas de proposition pour la suite de la conversation et une mise en forme voilà, basique des résultats. Lama, on va être sensiblement sur les mêmes aspects, une réponse pertinente mais synthétique dès le départ, peu d'infos complémentaires, pas de proposition pour la fin de la conversation et une mise en forme très basique de la réponse. Et le chat de Mistral AI, ça va être voilà, donc, du détail, une synthèse qui vient ensuite. Dans la synthèse, par contre, pas beaucoup forcément d'infos complémentaires, pas de propositions toujours pour aller pour continuer la conversation, des résultats présentés de manière basique. Par contre, comme l'a dit Thomas, en termes de rapidité de réponse, vraiment, le chat, ça va répondre très très vite, très très rapidement. C'est un petit plus qu'il faut pas négliger. Donc voilà, donc ça c'était comparer les résultats des différentes IA sous forme agent textuel, enfin avec le use case agent textuel. Euh, c'est des résultats voilà, c'est illustrés par un prompt, mais qui s'élargissent vraiment à l'ensemble des réponses, à l'ensemble des requêtes qu'on peut faire sur ces IA. Et donc, s'il fallait quand même élire un top performer, euh, on va mettre OpenAI avec ChatGPT hein, pour du coup la pertinence des réponses. Finalement, OpenAI et Google avaient les meilleurs critères.
ChatGPT qui présente un peu mieux ses résultats aussi dans le ton et dans la présentation. Donc voilà, on le met en top performer pour agent textuel classique. Et on vous met à chaque fois sur les slides de conclusion l'impact environnemental. On en fera un petit commentaire sur ça à la fin, mais voilà, faire des requêtes sur ces IA, ça pollue un minimum. Euh, Plus ça pollue, plus on mettra un nombre d'usines en bas dans l'impact environnemental. Le use case agent textuel est l'un de ceux qui polluent le moins. Et voilà, gardons à l'esprit que c'est pas neutre pour l'environnement, l'aspect impact d'utiliser des IA génératives. Je vais prendre la suite. Je vais vous parler des traductions, c'est-à-dire la capacité de l'IA à traduire du texte de manière précise et contextuelle. Donc, on va aller assez rapidement sur ce cas d'utilisation. Mais je veux vous parler déjà de la différence entre les NMT, donc on va dire les systèmes de traduction plus traditionnels, et les LLM, donc ChatGPT, Gemini par exemple. D'un côté, on a un outil avec les NMT qui est parfait pour la traduction mot par mot. On obtient la traduction en instantané quasiment, mais il y a une faible compréhension du contexte. Le ton peut être parfois robotique et la traduction peut être trop littérale. D'une autre part, côté LLM, on a vraiment une meilleure performance pour les grandes quantités de texte à traduire. La latence est plus élevée car l'IA met du temps quand même à générer sa réponse, mais le contexte est bien compris, le ton est respecté et il y a une bonne adaptation culturelle, c'est-à-dire que des expressions dans une langue auront tendance à être mieux transcrites dans une autre langue. Donc il y a quand même un avantage côté LLM. Donc chaque IA le fait, mais y a-t-il malgré tout un top performer? Alors, on va regarder ça. Prenons l'exemple d'un cas de traduction d'anglais vers français. Donc, d'après une étude de Intento et Localizy, on a un score composite qui est affecté à chacune des 5 IA qu'on présente. On a ChatGPT qui se présente en tête à 96 de score, et on a Claude avec 94, Gemini avec 91. Donc globalement, les scores sont bons, juste ChatGPT qui est premier dans ce cas-là. Mais pour information, si on s'intéresserait à d'autres traductions, par exemple italien vers anglais, français vers polonais, espagnol vers voilà, n'importe quelle autre langue, les résultats vont varier. Donc, c'est quand même quelque chose à garder en tête. Finalement, les top performers, c'est ChatGPT, Gemini et Claude. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on veut privilégier l'IA générative, pour traduire des textes qui sont longs, où le contexte est important et où la cohérence terminologique ainsi que l'adaptation au ton est essentielle. Voilà. Donc, en récapitulatif global, c'est quand même une avancée majeure pour les traductions, mais c'est quand même complémentaire aux outils traditionnels parce que des fois, on veut juste la traduction d'un mot, d'une phrase, d'un paragraphe. À ce moment-là, il n'y a aucun problème pour utiliser Google Traduction. C'est même plus adapté dans ces cas-là. Et côté impact environnemental, on est sur une petite usine parce que ça reste finalement comme l'agent textuel. On est sur un échange de texte. Donc, voilà pour les traductions. Si j'active mon micro, c'est mieux. Donc maintenant, passons sur le use case de la synthèse de documents. Donc, c'est-à-dire être capable de passer des documents dans le prompt du chatbot et regarder les résultats que nous retourne l'IA en termes de synthèse. Donc, finalement, sa capacité à comprendre un document qu'on lui passe. Donc là, pour l'illustration, ce sera fait sur... Enfin, ce que j'ai fait pour illustrer ce use case, c'est la synthèse d'un PowerPoint que j'avais passé, le même PowerPoint que j'avais passé sur chaque IA. Et j'ai fait mon avis sur comment chacune avait répondu. Ça marche sur un PowerPoint, non, ça marche sur n'importe quel type de présentation, hein, donc ce serait aussi Google Slide. Ça marche aussi pour des documents, que ce soit du Word, du Google Docs. Ça marche aussi pour des Excel, pour faire de l'analyse de données. N'importe quel type de document peut être analysé via ces IA, enfin, quand la fonctionnalité est proposée, parce que ce n'est pas le cas pour toutes. Du coup, pour Gemini et le chat, dès qu'elles voient le document, elles partent donc sur une synthèse, un petit résumé à la fin,
Des présentations pas très conviviales des résultats, bon ça qui est plus lié au chatbot, hein, ça reprend les aspects de l'agent textuel de Gemini et de Chat. Il y a même eu un côté pour Gemini, si on lui passe une grosse présentation, il va faire une synthèse, de l'ensemble directement, alors que le chat et les autres qui sont juste après, donc ChatGPT et Claude, eux, ils font une synthèse partie par partie. Ils arrivent à détecter les sections qui sont dans le document et du coup, ils font plus des synthèses, au niveau section, ce que Gemini ne fait pas systématiquement. Heu donc ça, c'est pour Gemini et le chat, mais dans ceux qui f oups, non, j'ai pas cliqué au bon endroit. Pour ceux qui font mieux, du coup, on a ChatGPT et Claude, qui eux, vont davantage respecter la structure de la présentation. Ils vont comprendre la partie section. Ils vont donner un bullet point, par slide. La présentation des résultats va être plus convivial, encore une fois dans la forme, donc ouais, avec un gros plus pour ChatGPT. ChatGPT, alors qui n'a pas forcément proposé un résumé en fin de synthèse, ce que Claude a fait en revanche, voilà. Et Llama, n'a pas cette fonctionnalité. Dans le prompt, on ne pouvait pas passer de documents. Donc en somme, en top performer sur le sujet de la synthèse de documents, voilà, on va mettre ChatGPT, OpenAI, Anthropic en deuxième position et Google et Mistral, donc qui ont cette capacité, mais qui sont pas qui, qui offrent des performances moindres, va-t-on dire, que OpenAI et que Anthropic. Et pour l'impact environnemental, bon, il y a l'aspect compréhension du document, mais à la fin, ça retourne du texte. Donc, on est sur un impact sûrement plus élevé que l'agent textuel, mais pas non plus exorbitant, comme on va le voir par la suite au niveau de la génération d'images, de la génération de vidéos et autres. Dans la même veine, enfin toujours dans l'aspect document, donc un autre use case là qui ne va pas être la synthèse, mais qui va être la génération de documents. Donc qui le fait et ceux qui le font, comment le font-ils? Donc là, on n'est pas juste sur générer du texte, hein, on est vraiment sur, est-ce qu'on veut générer des données dans un tableur? Est-ce qu'on veut générer des slides, des pages dans un document? Est-ce que ça va générer des images avec? Comment ça va présenter l'ensemble? Donc, ceux qui ne le font pas déjà, c'est Llama et Mistral, enfin le chat, qui ne font pas la génération de documents. Ceux qui le font vraiment comme on l'entend, en fait, alors je dis comme ça parce que Claude, eux, ils ont une approche un peu particulière du sujet. Et du coup, ceux qui font vraiment la génération de documents telle qu'on l'entend, c'est, encore une fois, OpenAI avec ChatGPT. Alors non, pas avec ChatGPT, pardon, c'est OpenAI dans un premier temps et Google de l'autre. OpenAI, en fait, ils mettent leur modèle à disposition donc de Copilot, qui est développé par Microsoft. On parlait du partenariat stratégique au début. Ces modèles, donc ceux qui sont interrogés par ChatGPT, sont aussi interrogés par Copilot. Et du coup, Copilot est intégré dans la suite Office 365, donc Word, PowerPoint, Excel. Et donc, via cet agent, vous pouvez générer des documents euh, grâce aux IA d'OpenAI. Gemini, ça va être la même philosophie. C'est directement intégré dans la suite Google Workspace, donc au niveau de Google Docs, Google Sheets, Google Slides. Ça va être aussi dans Agenda, ça va être dans Gmail. Voilà. Alors, petite différence, enfin petite, ensuite, faut en tenir compte quand même. La génération de documents dans Gemini, c'est payant. Il faut avoir l'abonnement pour générer les documents. Alors que Copilot, c'est gratuit dès lors que vous avez Office 3. Enfin, c'est gratuit. Dès lors que vous payez la suite Office 365, vous avez Copilot qui est intégré. Et Claude, alors Claude, eux, ils ont une approche un peu particulière, tout du moins sur la génération de slides. Enfin, si on leur dit de générer un document, en fait, ils vont l'afficher dans le chatbot. Si on lui dit de générer des slides, en fait, Claude va générer un document au format HTML, mais présenté d'une manière où on peut switcher entre différentes cartes sous forme de slides. Voilà. Et avec une présentation qui est plutôt bien faite en termes de design. Donc voilà, si, si ça vous intéresse, vous pouvez générer des présentations format HTML avec un très beau design via Claude. Voilà.
Et là, je vous présente un petit outsider sur le use case génération de documents qui est gamma.app. Donc, c'est un site donc qui permet de créer des slides, des documents, des pages web et du contenu pour réseaux sociaux avec un design, alors pour le coup, vraiment, vraiment étoffé, meilleur que Gemini, meilleur que Copilot au niveau du design. Document qui peut être généré via prompt, mais aussi via des notes ou via des documents existants qu'on lui demande de modifier. Voilà, c'est un outsider, enfin, c'est une appli très puissante, ça valait le coup de la mentionner, qui fonctionne sous forme de crédit. Donc, quand vous créez un compte, vous êtes crédité et vous pouvez générer vos documents tant que vous avez des crédits. Après, il faut payer pour recharger, bien entendu. Et donc, alors si on reste quand même dans les 5 acteurs que l'on cite depuis le début, c'est encore une fois OpenAI qui va se démarquer. En fait, Google, donc, du coup, le fait très bien aussi, mais voilà, il faut payer. Il faut savoir que pour la partie slide, Google demande à ce que les prompts soient générés slide par slide, alors que OpenAI, enfin, Copilot, on peut lui dire de générer l'ensemble du PowerPoint. Donc voilà, en top performer, on va garder encore une fois OpenAI avec cette fois-ci Copilot. Et là, gros impact environnemental parce que quand on demande de générer des documents, il y a la génération d'images qui est comprise avec. Et générer des images, c'est pas neutre. Ça peut le faire pour une image par slide, typiquement. Donc voilà, il faut garder ça à l'esprit, encore une fois. Et puis, on va pouvoir passer au use case suivant. Ok. Je vais vous parler de la génération d'images, c'est-à-dire la capacité de l'IA à générer des images à partir d'instructions de l'utilisateur. Quand on dit instruction, ce n'est pas forcément que du texte. On peut aussi mettre un input, par exemple une image. Alors, on va regarder différents cas de test. Le premier, c'est la génération d'une image simple. Vous voyez le prompt à l'écran. Génère une image représentant une personne derrière son ordinateur qui fait un thumbs up à la caméra. C'est assez simple. ChatGPT, Gemini et le chat le font. Je pense que le résultat est satisfaisant. Après, on peut débattre de la qualité de l'image, mais en tout cas, ils répondent à la demande. Côté Claude et Lama, la fonctionnalité est indisponible. Il me semble juste que côté Lama et Meta, c'est peut-être possible, mais quand j'avais voulu faire des tests, la fonctionnalité n'était pas encore disponible en France. Alors, je ne sais pas si ça a pu changer. Mais voilà, on va continuer les tests avec ces 3 IA-là, en ajoutant un petit niveau de complexité. Alors, test numéro 2, représentation textuelle. Donc, on prend le même prompt, sauf qu'on rajoute une instruction supplémentaire pour demander à l'IA d'afficher un message au-dessus de la tête du personnage. Donc, j'adore la nouvelle Comet IA. Un message vraiment parfait pour ce test. Et donc, on a ChatGPT qui répond très bien à notre demande. Donc, le texte s'affiche clairement tel qu'il a été écrit. Rien n'est rajouté. C'est ce qu'on avait, c'est ce qu'on voulait. Côté Gemini, le texte est affiché dans une bulle. Il a été traduit en anglais, alors que pourtant le prompt, c'est bien le même. Donc, pourquoi est-ce que ça a été traduit en anglais? Et il y a aussi des parties du texte qui ont été coloriées. Donc, ça ne répond pas vraiment à notre demande. Et côté le chat Mistral, pareil, ça met le texte dans une bulle, mais surtout, je pense qu'il y a eu un problème au niveau du mot nouvelle. Peut-être que l'IA n'a pas réussi à le faire rentrer dans la bulle, je ne sais pas. Mais voilà, comme on peut le voir, la nœud Cometia, ça ne correspond pas exactement à ce qu'on voulait. Donc, ChatGPT l'emporte sur ce deuxième test. Et on va voir un troisième test, un prompt avec image. Donc, cette fois-ci, on reprend le même prompt sans la partie texte, mais on demande de représenter une personne debout qui porte un t-shirt blanc sur lequel on dessine le logo Dexia. Donc, ChatGPT le fait très bien. Le logo est représenté à l'identique de ce qui a été fourni. Donc, pour information, ce que j'ai fourni, c'est le petit logo Dexia que vous voyez en haut de la slide. Côté Gemini, c'est pas exactement le logo que j'ai fourni, bien que il y a quand même le X orange, mais bon, c'est pas super. Et côté le chat,
ça a changé les couleurs et ça a écrit le texte sans respecter la police. Donc, une fois de plus, le winner, c'est ChatGPT. Donc, on peut faire une conclusion sur la génération d'images. Le top performer, c'est ChatGPT avec OpenAI, grâce à son modèle de génération d'images GPT-4o. On note toutefois que Google nous donne de bons résultats et Mistral nous donne des résultats. Et pour ce qui est de la limite journalière, il faut noter quand même que côté OpenAI, on a une limite, si ça n'a pas changé, de 3 images générées gratuitement par jour. Donc, c'est quand même assez limité. Il me semble que côté Google, on a moins, et côté Mistral aussi, on a une limite beaucoup plus large. Pour ce qui est de l'impact environnemental, 3 petites usines, parce que la génération d'images, ça prend beaucoup de temps et ça coûte aussi beaucoup de ressources. D'ailleurs, pour information, petite anecdote, quand ChatGPT ont sorti leur nouveau modèle de génération d'images, qu'ils annonçaient ça comme une révolution pour le marketing et dans plein de domaines, il y a eu un tel engouement qu'en fait, ils n'arrivaient plus à suivre la charge. Et le CEO, le PDG d'OpenAI disait que leur serveur était en train de fondre tellement ils avaient de la demande de génération d'images. Donc, on peut juste imaginer l'impact environnemental derrière ça. Voilà, donc prochaine fonctionnalité. En minute, hop. Justement, si on reste dans la génération de médias, alors le use case va aller très vite, on est sur la génération de vidéos. Alors du coup, en fait, l'idée c'était de voir qui savait faire de la génération de vidéos et quelle était la qualité des résultats, sachant qu'entre offre et payante et état de l'art, ça n'a pas été possible de tester nous-mêmes. Donc, ça a plus été fait sous forme de recherche, de comparaison, de récupérer des avis par des personnes qui avaient pu tester les différentes IA. Et donc, en fait, parmi ceux qui savent faire, alors en fait, on a encore une fois OpenAI et Google. On a Meta qui arrive sur ce use case. En fait, ils sont à la phase d'état de l'art au moment où on parle. Claude et le chat, eux, ne sont pas positionnés sur ce use case. Et donc, côté OpenAI et côté Google, les deux savent générer des vidéos, mais des résultats que l'on peut, en fait, ce que l'on peut en conclure, c'est que Google est meilleur que OpenAI sur le sujet grâce à YouTube, en fait. YouTube, ça va constituer une base de données, une banque de vidéos énorme pour Google, qui va lui permettre d'entraîner des modèles, d'entraîner ces modèles de génération de vidéos avec beaucoup plus de données en entrée. OpenAI, je ne sais pas trop où OpenAI se source en termes de vidéos. Ils arrivent à le faire, mais voilà, ils n'auront jamais les accès que Google peut avoir avec YouTube. Donc en termes de performeurs, cette fois-ci, c'est Google qui va se démarquer pour les raisons que l'on vient de citer et avec un impact environnemental alors qui est très, très, très marqué. Alors le but, c'est pas non plus le nombre d'usines n'est pas proportionnel. Enfin, si c'était le cas, on rajouterait plus que plus que 3 usines, je pense, pour la génération de vidéos. Mais voilà, c'est très polluant aussi. C'est un use case, voilà, je pense que c'est pas aussi démocratisé que l'image. Quand la génération d'images a commencé à se démocratiser, on s'est tous assez rapidement mis sur ce sujet. Génération de vidéos, moins. Aussi parce que pour l'instant, c'est payant, que ce soit Sora, donc avec OpenAI, ou VO avec Google. Les deux offres sont payantes. Mais voilà, c'est possible d'en faire. Et Google va se démarquer sur le sujet. Maintenant, si on passe au use case suivant. Oui, donc là, on change un peu de contexte. On n'est plus dans la génération de médias. On va s'intéresser à la résolution de problèmes complexes. On va voir la capacité de l'IA à résoudre des problèmes mathématiques, scientifiques et informatiques complexes. Donc, on va voir 4 benchmarks, en commençant par un test de maths niveau lycée. Ce que vous voyez à l'écran, le tableau de droite résume ce qu'on peut voir dans les résultats du graphique de gauche. Pour information aussi, pour chaque benchmark, les données sont sur l'année 2025 et proviennent
de benchmarks qui ont été réalisés par Epoch AI. Donc, pour les maths niveau lycée, c'est OpenAI qui l'emporte avec son modèle de raisonnement O4 Mini High, mais suivi de près par Google avec Gemini 2.5 Pro et aussi par Anthropic. Maintenant, si on monte d'un niveau, on passe sur des problèmes de maths de niveau expert. Une fois de plus, c'est OpenAI avec O4 Mini High qui l'emporte, avec seulement 19%, mais il faut voir que c'est quand même des niveaux de test très... Enfin, c'est un niveau mathématique qui est vraiment très, très élevé. C'est le test Frontier Mass. Donc, ils ont 19% et ça marque une nette différence avec les autres acteurs. Passons maintenant aux questions scientifiques de niveau doctorat. Google avec Gemini 2.5 Pro est à 85% de réussite, donc l'emporte sur ce benchmark-là. OpenAI les suit de près avec O3, un autre modèle de raisonnement, et Anthropic avec leur modèle Claude 3.7 Sonnet, aussi un modèle de raisonnement, qui sont à 79%. Dernier benchmark sur l'ingénierie logicielle, donc le code. En gros, ce benchmark-là demande à l'IA de résoudre des issues sur 12 repositories Python open source. Donc, en gros, on lui demande de résoudre des tâches de code. Pour le coup, c'est Anthropic avec Claude qui se démarque nettement avec 62% de taux de réussite, ce qui est vraiment élevé. Et derrière, on a 20% de moins à chaque fois pour OpenAI et puis encore 20% de moins pour Google. On peut faire la conclusion suivante. Pour la résolution de problèmes complexes, côté mathématiques, OpenAI se démarque avec ses modèles de raisonnement. Côté sciences, c'est plutôt Gemini. Côté ingénierie logicielle, plutôt Claude. Donc, s'il y a des développeurs parmi nous, vous allez voir, on va reparler encore du code tout à l'heure, mais je suggère d'utiliser Claude parce que c'est vraiment, pour en avoir fait l'expérience, c'est vraiment bien. Récapitulatif global, OpenAI, Google et Anthropic brillent tous les trois quand même par leur polyvalence, parce que même si, par exemple, OpenAI est leader dans les mathématiques, il y avait Gemini qui était pas loin et Claude aussi. Donc, trois vraiment IA très polyvalentes. Et côté impact environnemental, on est sur un 2, parce que ce n'est pas juste du texte, il y a aussi un raisonnement. L'IA peut réfléchir pendant 1 minute, 2 minutes, des fois, pour résoudre un problème. Donc, ça engendre un coût supplémentaire à juste un échange textuel. Donc, passons à la prochaine fonctionnalité. Et justement, prochaine fonctionnalité, pour rebondir sur le fait justement que Claude était conseillé pour le code, c'est justement la conclusion à laquelle on va arriver sur la partie de ce use case. Donc pour la génération de code, les 5 acteurs par contre savent le faire, mais à des niveaux différents. Voilà. Donc de la même manière, un petit prompt très simple qui a été passé au 5 IA, le même, donc proposer un code Python qui permet d'analyser les cours de bourse d'une entreprise. Donc le chat et Llama vont proposer des codes un peu type POC, un peu en mode prototypage rapide. Le code va être très simple, les explications du code, donc ça va à l'essentiel. Il n'y a pas forcément d'interprétation des résultats qui est fournie. Et il n'y a pas non plus de proposition pour aller plus loin. Bon, ça rejoint la philosophie de l'agent textuel, lesquels proposent d'aller plus loin, lesquels ne le font pas forcément. Après, on peut toujours le faire nous-mêmes, on peut toujours les inciter à aller plus loin, mais d'elles-mêmes, elles ne posent pas la question, bon, ça n'a pas de grande importance non plus. En deuxième catégorie, on va avoir ChatGPT et Gemini, donc qui vont proposer un code plus organisé, découpé en modules, donc un peu plus poussé, un peu plus étoffé que ce que vont proposer Llama et le chat. Ils peuvent même proposer une interprétation basique des résultats quand c'est nécessaire. Ils proposent d'aller plus loin. Gemini va même donner plus de détails au niveau des explications. Il va mettre davantage l'accent sur le contrôle de bon fonctionnement et les bonnes pratiques de rédaction. Alors, pour le coup, en Python, c'est sûrement vrai pour d'autres langages, mais pour le coup, je saurais mieux en parler en Python. Les règles de bonne rédaction, ChatGPT les respecte, Gemini met davantage l'accent dessus, sur le contrôle de est-ce que telle action va être possible, enfin, bon,
ceux qui connaissent tout ce qui est assert, ce genre de choses en Python, Gemini va aussi davantage mettre l'accent que ChatGPT. Et donc voilà, les deux vont proposer un code organisé, plus poussé que Llama et le chat. Et finalement, dernier, Claude, lui, lui va proposer un code détaillé d'emblée. Découpé en modules, du coup, très étoffé, très poussé. Ça va bien plus loin que du prototypage. Il y a une interprétation des résultats qui peut être faite quand les résultats nécessitent interprétation, hein, bien entendu. Ça met en place les contrôles pour le bon fonctionnement, le respect des bonnes pratiques de rédaction. Et il y a un petit message en ce moment qui s'affiche dans le prompt de Claude, quand on lui dit de générer du code. Le petit message nous dit que c'est pas encore le fait, mais que ça arrive bientôt, la capacité d'exécuter le code proposé par Claude. Et ça, c'est vrai, enfin, on n'y pense pas forcément, mais que les IA nous génèrent du code, tant mieux. Qu'elles l'exécutent pour voir ce que ça sort, quels sont les résultats sortis, c'est encore mieux. ChatGPT n'en est pas capable, Gemini n'en est pas capable non plus, et Claude, ils sont en train de développer cette fonctionnalité. Voilà, pour la petite information. Et un use case dans le use case, on va dire, use case bonus, c'est la génération de données synthétiques. Donc, comment les IA se comportent quand on leur demande de générer des données, en l'occurrence, juste leur demander de générer du JSON, avec on va dire deux types de données, deux tables de données, avec des liens entre elles. On va toutes le font de différentes manières. Enfin, ChatGPT, Gemini et Llama vont le faire de manière assez basique. Ça va proposer une certaine quantité de données assez restreinte. Si on veut une grosse quantité de données, va falloir rejouer le prompt plusieurs fois. Claude, par nature, va proposer un peu plus de données d'entrée de jeu que les trois autres. Et le chat, eux, ils ne proposent pas des JSON, ils proposent un code Python qui permet de générer aléatoirement des données en leur passant d'entrée le nombre de données qu'on veut. Donc, c'est intéressant comme approche. Si on est à l'aise avec l'exécution d'un code Python, ça peut faire le job en réalité. Mais, voilà. Le chat ne le propose pas directement, il propose une solution de contournement qui reste très intéressante. Et donc voilà, on revient sur ce que disait Thomas juste avant en termes de génération de code. Du coup, le performer, là, ça va vraiment être Anthropic. OpenAI et Google sont bons, hein. Ils restent très très bons quand on veut faire quand on veut aller au plus simple, on peut les utiliser. Mais voilà, Anthropic pour le détail, pour la qualité, ça va vraiment être le meilleur, le meilleur, le meilleur candidat. Et on peut passer au use case suivant. Je vais vous parler de la dernière fonctionnalité de notre panorama, la conversation vocale. Donc là, on parle de la capacité de l'IA à engager une conversation vocale directe et vivante avec un utilisateur. On ne parle pas d'un cas où on parle à l'IA avec son téléphone, là, le message enregistré, on l'envoie. Là, c'est vraiment avoir un échange en live. C'est très utile pour brainstormer, pour avoir une conversation rapide et fluide. Et donc pour ça, on va s'intéresser à ChatGPT Advanced Voice Mode, qu'on va confronter à Gemini Live. Deux solutions qui permettent d'avoir un échange vocal direct avec l'IA. Côté ChatGPT, on a une conversation qui est fluide, avec une voix naturelle, réactive, qui comprend le contexte, le tout en temps réel. Là, vraiment, on peut parler à l'IA qui va nous répondre de manière instantanée ou quasi instantanée une fois qu'on a fini de parler. On a aussi la possibilité d'interrompre l'IA pendant qu'elle parle, puisque des fois, l'IA peut être bavarde. Donc, ça nous donne des interactions main libre, comme avec un assistant humain. C'est gratuit, mais avec une limite. Et au bout de... Alors, je ne connais pas exactement la limite, mais au bout de quelques minutes, peut-être 5 ou 10 minutes d'échange avec ça, il faudra passer sur un abonnement ChatGPT Plus pour avoir un accès illimité, ou du moins avec une limite beaucoup plus large. Côté conversation vocale, alors côté Google avec Gemini, là on a un dialogue vocal en temps réel avec l'IA, une fois de plus, qui permet des interactions multimodales. Parce que ça, c'est vrai que je n'en ai pas parlé pour ChatGPT Advanced Voice Mode, mais on a pour Gemini Live et ChatGPT, on peut partager son écran, on peut utiliser la caméra de son téléphone. Ça nous permet de partager des choses que l'IA va voir et pourra même nous les décrire en temps réel.
Et un petit plus aussi de Gemini Live, c'est qu'il a accès à Google pour des réponses actualisées. Et surtout, c'est gratuit, sans limite. Quand ça a été sorti par Google, c'était uniquement pour ceux qui avaient un abonnement payant, mais là, c'est vraiment gratuit, sans limite. On peut faire une conclusion. Le top performer, c'est OpenAI avec Advanced Voice Mode. Pourquoi? Parce qu'il propose plusieurs voix qui sont crédibles, qui gèrent très bien les interruptions, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et il y a des petites fonctionnalités bonus qui sont amusantes ou même intéressantes. On peut lui demander de parler plus doucement, de prendre un certain accent, ça dépend, c'est pas toujours possible. On ressent aussi des émotions dans la voix de l'IA. Bon, ça reste assez léger encore pour le moment, mais je pense qu'à l'avenir, ça va être de plus en plus réaliste. On aura vraiment l'impression d'avoir un échange avec un humain. Et côté Gemini Live, bah, surtout aucune limite d'utilisation, donc c'est la meilleure expérience gratuite. Et il y a de nombreuses fonctionnalités qui sont très intéressantes, comme le fait de pouvoir partager son écran ou filmer et parler à l'IA en même temps. Donc, en tout cas, je vous conseille vraiment de les essayer. Si vous n'avez jamais essayé ça, c'est un super outil pour parler, pour brainstormer, ou si vous êtes occupé, vous posez le téléphone et vous échangez en direct avec l'IA. Donc, la conversation vocale, bah voilà, ça, je viens de le dire, c'est une manière d'échanger naturellement avec l'IA. Côté impact environnemental, on est sur 2 petites usines. Ça consomme plus qu'un simple échange textuel, mais on n'en est quand même pas au niveau de la génération de contenu multimédia. On peut donc passer à la conclusion. Oui, en effet. Donc, on va conclure en fait juste en se disant, pour ces 5 acteurs, on reprend les différents use cases, on regarde est-ce qu'ils participent, est-ce qu'ils sont top performers ou pas. Et bon, de toute façon, cela s'est vu hein, je pense pendant les différents use cases. OpenAI va être le top performer sur de nombreux use cases avec ChatGPT et son intégration via Copilot pour la génération de documents. Google a aussi su se positionner sur tous les use cases. Pour les 3 autres, ils ne sont pas forcément présents sur l'ensemble des fonctionnalités. Anthropic va performer donc vraiment pour la partie génération de code. Et voilà, et donc Meta et Mistral AI sont performants sur certains aspects, ne se sont pas positionnés sur d'autres use cases. Donc, après, c'est des choses que l'on pressent de toute façon quand on utilise ces IA au quotidien. De toute façon, voilà, OpenAI et Google ont une certaine avance et OpenAI est en pole position pour le moment, tout du moins. Voilà. Et une petite note de fin de Sam Altman, du coup, le PDG de OpenAI, qui dit dans un de ses articles, hein, pour faire la synthèse de un peu toutes les petites usines qu'on présentait en conclusion de chaque use case, l'énergie donc qui est requise par une requête moyenne, par une requête sur ChatGPT, pardon, ça peut éclairer une ampoule pendant quelques minutes. Donc voilà, une ampoule, c'est pas ce qui consomme le plus d'énergie non plus au quotidien, mais voilà, quelques minutes, se dire qu'on peut allumer une ampoule avec juste en faisant une requête ChatGPT, enfin, en termes de comparaison de quantité d'énergie que ça requiert. Voilà, c'est pas neutre, et donc ça rappelle que l'IA générative, c'est une avancée. Il faut s'en servir parce que ça permet d'accélérer certaines choses, de répondre et de créer de nouveaux besoins, mais c'est pas neutre pour l'environnement. C'est un challenge aussi de savoir les utiliser avec parcimonie, modération, et quand c'est vraiment nécessaire. Voilà. Nous voilà à la fin de ce meet-up. Merci pour votre attention et pour répondre aux questions s'il y en a d'autres.